Salut les barbus, c'est Nico de Barbu in Game, votre chaîne de présentation de règles, tuto peinture, tuto décor et unboxing. Aujourd'hui, c'est présentation des règles de Masters of the Universe Battleground, qui est un jeu de Archon Studio édité en 2022, un jeu d'escarmouche très intéressant en termes de règles. Personnellement, je ne suis pas exceptionnellement fan de l'univers, je n'ai pas d'attache particulière avec cet univers, mais les figurines sont de bonne qualité et surtout les règles sont vraiment très intéressantes. C'est un jeu qui va se jouer avec une poignée de figurines en général et à activation alternée. Il mélange à la fois l'utilisation des figurines, des dés et d'un deck de cartes. Quelques principes de base du jeu. Le jeu va se jouer sur un terrain comportant des hexagones. Chaque figurine va avoir une orientation définie par une encoche sur son socle. Les socles sont fournis avec les figurines. Il faut aussi noter que chaque figurine a une zone de contrôle. Dans cette zone de contrôle, elle peut en général frapper ou être frappée par un adversaire. Et quand on rentre dans la zone de contrôle d'un adversaire, on arrête son déplacement. Le jeu va se jouer donc sur un plateau comportant des hexagones, 25 hexagones de long par 30 hexagones de large. Et il est fourni avec un certain nombre de scénarios. Dès le livre de base, on a plusieurs scénarios pour pouvoir tester. Les décors sont fournis dans la boîte, sont faits pour être adaptés aux hexagones, donc on ne peut pas leur donner non plus n'importe quelle position, et cela va donner une certaine rigueur au jeu. Il faut savoir que dans les décors, il y a plusieurs types de décors. Il y a des décors bas, des décors hauts qui ont donc des tailles standards. Il y a même des plateformes sur lesquelles les personnages peuvent monter et des échelles. Plongeons-nous un petit peu plus tout de suite dans le cœur des règles du jeu, en commençant par regarder une carte de personnage qui va comporter les différentes caractéristiques qui nous intéressent. Ici, c'est le cas de Hordak, le seigneur de la Evil Horde. Ce qui va nous intéresser dans un premier temps, ce sont les caractéristiques en bas à gauche. Comme vous pouvez voir, elles sont au nombre de 7. Il y a la santé, les points de vie, la force qui va servir à taper au corps à corps, la résistance qui sert à encaisser les coups physiques, l'esprit qui sert à encaisser les coups psychiques, le pouvoir pour jeter des sorts, la perception pour faire des tirs et la vitesse. À chaque fois, la caractéristique va donner le nombre de dés à jeter, sauf la vitesse qui va nous permettre de savoir de combien de cases on peut se déplacer. Les autres symboles qui sont utilisés sur les cartes vont être le type d'arme, est-ce que c'est une attaque de corps à corps, une attaque à distance ou une attaque magique, et deux ressources extrêmement importantes, le mana et surtout les points d'action. On peut retrouver à droite sur la carte de Hordak la compétence « Je vous ordonne » qui est une compétence active parce qu'elle demande des points d'action ou du mana, ici les deux. Pour pouvoir activer cette compétence, il faut utiliser un point d'action et un mana. En revanche, la compétence qui est juste en dessous, Chef impitoyable, est une compétence passive. C'est-à-dire qu'elle est tout le temps active, quelles que soient les circonstances. Pas besoin d'une action de Hordak pour cela. Chaque personnage peut être boosté à l'aide de différents sorts, différentes armes. On va parler d'armes de sort, d'armes de corps à corps, d'armes de tir, ou de différents objets. Comment va se décomposer une partie? On va mettre en place déjà le terrain de jeu. On va choisir le premier joueur, c'est un bête jet de dés, celui qui gagne choisit qui est le premier joueur, et en cas d'égalité par la suite, au niveau de l'initiative, le premier joueur devra jouer en premier. Le second joueur va choisir le champ de bataille, le premier joueur va choisir une des zones de déploiement, mais ça n'a pas beaucoup d'impact étant donné que la plupart des terrains proposés sont symétriques. On va placer des marqueurs d'objectifs, il y en a qui sont déjà placés sur le champ de bataille, mais d'autres sont à placer par chacun des joueurs à tour de rôle. Et puis, les deux joueurs vont piocher leur carte destin et leur carte gloire. On commence le jeu avec 20 cartes destin et 9 cartes gloire. Les 20 cartes destin vont être utilisées au cours du jeu. Par contre, les cartes gloire, on va en piocher 3, en garder seulement 2, et ce sont les 2 seules que l'on pourra utiliser au cours de la bataille. Les cartes destin, on va en piocher 5, et à la fin d'un tour, on ne pourra pas en avoir plus de 5, et si on n'en a pas 5, eh bien on recomplétera à 5 à la fin du tour.
C'est un système de cartes intéressant et la gestion des cartes destin, surtout et un petit peu des cartes gloire, est un élément crucial du jeu. Et ensuite, on déploie sa force figurine par figurine en commençant par le premier joueur. Ensuite, chaque tour va utiliser la même séquence. Cette séquence, c'est la phase de préparation. Les joueurs piochent des cartes destin jusqu'à en avoir 5 en main. La phase d'activation. Chaque joueur va choisir une carte et la jouer, et ensuite on regarde ce que ça donne, et la phase de maintenance qui permet de voir si quelqu'un a gagné, qui marque des points de victoire, et de gérer les effets de fin de tour, sachant qu'en général il y a 4 tours dans chaque partie. Au cours de la phase de préparation, donc chaque joueur prend des cartes destin jusqu'à ce qu'il ait 5 cartes en main. Avant de piocher des cartes, on peut défausser n'importe quel nombre de cartes de sa main. Et on ne peut jamais avoir plus de 5 cartes dans sa main à un moment donné. Vient ensuite la phase d'activation. Chaque joueur choisit une carte, active un personnage, résout la carte, on va voir juste après comment on résout la carte, réalise les actions et termine l'activation. Et ensuite, la main passe à son adversaire. Enfin vient la phase de maintenance, où on voit qui contrôle les objectifs, on retire les jetons des différents effets, on vérifie si quelqu'un a gagné, puis on prépare les personnages, on gagne éventuellement du mana, et ainsi de suite. Regardons maintenant les cartes destin qui sont un des éléments moteurs du jeu. Une carte destin va comporter plusieurs éléments. En haut à gauche, on va retrouver la valeur d'initiative. Je vous rappelle, chaque joueur a pioché une carte destin, la garde face cachée, les deux la dévoilent en même temps, celui qui a la valeur d'initiative la plus élevée joue en premier. Ensuite, on va voir combien de points d'action on gagne, ainsi que combien de mana on gagne. Ici, le joueur dispose, pour l'activation du personnage, de 1 point d'action et 2 mana. Il va choisir quel personnage il active, lui donne 1 point d'action et 2 mana, et peut ensuite choisir un des effets qui est juste en dessous. Ici, il y a 2 effets, au choix. Soit pour chaque personnage assommé au cours de cette partie, on pioche une carte destin dans la défausse, jusqu'à un maximum de 3. Soit on gagne 1 mana, donc on va choisir l'un ou l'autre. Il faut noter qu'au cours d'une activation, on peut jouer plusieurs cartes. Si je décide de jouer une deuxième carte, c'est seulement la partie inférieure de la carte avec les bonus que l'on va appliquer. Ça ne va pas modifier l'initiative, ni les points d'action, ni le mana sur les parties supérieures. On utilise uniquement les bonus qui sont en dessous. Une fois que l'on a choisi cette carte, éventuellement jouer d'autres cartes, on peut faire des actions tant qu'on a des points d'action. Il y a 5 types d'actions. Se concentrer, se déplacer, attaquer, utiliser une compétence active et surveiller. Attention, chaque fois qu'on va utiliser une action, cela va coûter 1 point d'action la première fois, 2 points d'action la deuxième, 3 points d'action la troisième, 4 points d'action la quatrième, et ainsi de suite. Mais on aura rarement, très rarement, plus de 3 points d'action. Le mana, lui, va être utilisé pour différents effets. Pour résoudre des compétences actives qui ont un coût en mana, pour réaliser des attaques à l'aide de sorts, ou pour relancer les dés lors d'un test. Chaque point de mana permet de rejeter un dé. Un personnage ne peut pas avoir plus de 5 jetons mana à la fois. Il ne faut pas oublier qu'on a aussi des cartes gloire. Les cartes gloire, on n'en a que 2, et elles sont un petit peu particulières. La plupart du temps, elles ont des valeurs d'initiative plus élevées. Elles peuvent permettre en bonus de gagner des points d'action ou de gagner des points de victoire en réalisant des objectifs. Ici, par exemple, sur la carte gloire, si on utilise une action d'attaque à distance pour mettre KO un ennemi, on gagne 20 points de victoire. Regardons maintenant les différentes actions. La première action, c'est se concentrer. Quand le personnage prend une action se concentrer, on place un jeton de concentration juste à côté de lui. Il y a 2 manières de dépenser la concentration. Pour faire un mouvement, on va voir ça juste après, pour booster un peu le mouvement, ou pour un test. Lorsque l'on jette les dés, cela va permettre d'augmenter les chances de réussir le jet de dés. Normalement, on réussit un test avec un dé sur 4 ou plus, avec un jeton concentration, ça serait sur 3 ou plus. Deuxième type d'action, le mouvement. Il y a 2 valeurs de mouvement, la valeur de vitesse standard et la valeur de vitesse quand on est concentré et qu'on dépense le jeton de concentration.
on va compter ses déplacements en cases. Par exemple, ici, Iman peut se déplacer de 5 hexagones s'il n'est pas concentré, mais s'il a un jeton concentration, il pourra se déplacer de 8 hexagones. Il faut savoir aussi qu'il faut gérer les obstacles. Par exemple, un obstacle bas, cela va coûter 3 points de mouvement. Pour franchir un obstacle haut, cela demandera 6 points de mouvement. Il y a aussi le fait de pouvoir monter sur des plateformes en utilisant des échelles ou pas. Je ne vais pas rentrer dans ce détail-là pour l'instant. Ensuite, on aura souvent différents tests à faire, notamment pour tout ce qui est attaque. Pour faire un test, notamment une attaque, on va vérifier les caractéristiques, déterminer s'il y a des modificateurs, et donc voir quel est le niveau du test, lancer les dés, déterminer le nombre de réussites, et faire des relances gratuites d'abord, des relances de mana, puis il y a la notion de dés explosifs, déterminer le nombre de réussites finales, et voir si l'adversaire a un test de défense à faire ou pas. Le niveau par défaut pour jeter les dés, c'est 4. Sur 4 ou plus, le jet de dés, ce sont des dés de 6, est un succès. Et on a tout un tas de modificateurs. Sur un tir, si la cible est à couvert, le niveau diminue de 1, c'est-à-dire qu'il faut faire un 5 ou plus. Si la cible d'une attaque à distance est engagée, c'est la même chose. Si on attaque de flanc ou de dos, au contraire, cela devient plus facile. C'est sur 3 ou plus, et ainsi de suite. Regardons un petit peu comment ça fonctionne pour une attaque de corps à corps. On a Ramman qui va résoudre un test de force. Il est en train d'attaquer un adversaire. Sa caractéristique de force est de 4, il jette donc 4 dés. On obtient un 3, un 4, un 6 et un 2. Il n'y a pas de modificateur, donc le 4 et le 6 sont des réussites. Le 2 et le 3 sont des échecs. Ramman va décider de dépenser un mana pour relancer le résultat de 2. Le jet donne un 3, malheureusement, la relance n'a servi à rien, ça reste un échec. Et il se trouve quand même que Ramman avait un 6 sur ses lancers de dés. Ça s'appelle un dé explosif. Il va donc lancer un dé supplémentaire et sur un résultat de 5 ou plus, cela donne une réussite supplémentaire. Attention, un dé explosif peut donner un dé explosif, c'est-à-dire on peut enchaîner les 6 sans s'arrêter et avec 2 dés obtenir 5 ou 6 réussites. Donc là, Ramman se retrouverait avec un total de 3 réussites. C'est 2 réussites de base, plus son dé explosif qui a été un succès. Un autre exemple avec une attaque de tir. Man at Arms utilise son canon à bras et il va faire une attaque à distance contre Skeletor. Sa valeur de perception, qui sert pour les tirs, est de 4 et la portée du canon est de 12 pouces. On vérifie sur le champ de bataille. Alors la distance est de 3 pouces, donc on est largement à portée. Et on peut vérifier les lignes de vue. Comment se vérifient les lignes de vue? Depuis un des coins de l'hexagone du tireur, on doit pouvoir voir 2 coins différents de l'hexagone de la cible. Ici, c'est le cas, vous pouvez le voir avec les traits verts, donc Man at Arms peut faire son tir. Il jette donc 4 dés, il obtient un 1, un 4, un 3 et un 5. Pas de dés explosifs malheureusement. Et Man at Arms décide de ne pas utiliser de pion de mana. Skeletor doit se défendre. Il a un indice de résistance de 3. On prend la valeur de résistance au corps à corps parce que c'est une attaque physique. Il jette 3 dés, il obtient un 3, un 1 et un 4. Donc seul le 4 est une réussite. Cela veut dire que Man at Arms, au total, a fait un seul succès. Il avait 2 succès au départ, Skeletor a obtenu un succès sur sa défense, donc un des succès de Man at Arms est annulé par la défense de Skeletor, cela donne donc un succès, et sur la carte du canon à bras, on se rend compte que un succès entraîne une seule blessure. Et cela met fin à l'attaque, et on peut passer au point d'action suivant. On peut aussi utiliser donc des compétences actives. Chaque compétence active ne peut être résolue qu'une seule fois par activation ou interruption. On va voir les interruptions juste après. Ici, il faut dépenser un point d'action et un point de mana pour que Man at Arms puisse utiliser sa compétence maître tacticien. Il va tester son pouvoir à +1, et s'il obtient au moins un succès, c'est ce que veut dire la petite étoile, le prochain allié activé pendant cette manche va gagner 2 mana. Et cela précise que cette capacité ne peut pas être utilisée pendant une interruption. Concernant les interruptions, il faut d'abord parler un petit peu de la surveillance.
L'action de surveillance est une action qui permet au personnage de se préparer à l'arrivée d'ennemis, et donc de réagir en fonction de ce que va faire l'adversaire. On met un jeton surveillance à côté du personnage. La surveillance va être déclenchée à certaines conditions. Il faut que l'ennemi termine son déplacement dans un hexagone qui se trouve dans la ligne de vue du personnage en train de surveiller. Toute ou partie de la base de l'ennemi se trouve dans l'arc frontal du personnage. Donc non seulement il faut la ligne de vue, mais il faut que ça soit dans l'arc frontal. Et il faut que le personnage qui est en surveillance puisse agir, c'est-à-dire soit qu'il soit à portée d'une arme équipée par le personnage, une arme de tir ou un sort, soit il pourrait s'engager avec la cible en une seule action de déplacement, avec une concentration ou pas. Et à partir de là, on passe en mode interruption. En mode interruption, un personnage reçoit un point d'action. Attention, on peut aussi jouer des cartes destin pour compléter justement ce point d'action et donc avoir des points d'action supplémentaires. Il y a ensuite tout un tas de conditions d'utilisation de l'interruption. Toutes les attaques ou compétences qui visent un ennemi doivent cibler le personnage interrompu, celui qui a déclenché l'interruption. On a aussi des modificateurs sur les niveaux des jets de dés. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y aurait un certain nombre de choses à dire. Si vous voulez, mettez la vidéo sur pause et regardez le détail. Un exemple de surveillance et d'interruption. Triclops se déplace et déclenche la surveillance de Iman et de Stratos. Dans un premier temps, Stratos s'active et tire sur Triclops et l'affaiblit. Dans un second temps, le joueur qui contrôle Iman choisit d'engager Triclops avec Iman. Iman va donc utiliser son point d'action pour se déplacer et engager Triclops. Peut-être même va-t-il engager d'autres points d'action pour frapper Triclops. Mais il se trouve que Skeletor avait aussi un jeton surveillance et le déplacement de Iman déclenche la surveillance de Skeletor, qui va pouvoir jeter un sort. Attention, il ne peut pas jeter ce sort contre n'importe qui, il ne peut pas le jeter contre Stratos, mais uniquement contre celui qui a déclenché sa surveillance. Ici, par exemple, ça sera Iman. Donc, Skeletor s'active et va jeter son sort contre Iman, et peut-être essayer de l'affaiblir avant qu'il ne frappe Triclops. Il y a beaucoup de combinaisons que l'on peut obtenir. Vous voyez notamment qu'avec les interruptions, on peut faire pas mal de choses et cela peut déclencher pas mal d'actions différentes. Ensuite, on va bien entendu, à la fin de chaque tour, se demander qui a gagné et bien entendu aussi à la fin de la bataille. Pour ça, on va compter les points de victoire. Un jeton objectif, il y a en général entre 4 et 6 jetons objectifs sur le champ de bataille, rapporte 20 points de victoire. C'est là où il devient intéressant de marquer des points de victoire grâce aux cartes gloire qui en rapportent 10, 20 ou 30. Ce sont les missions annexes, ce sont des gains de points de victoire égales au montant figurant sur la carte gloire. Attention aussi, assommer le personnage d'un adversaire rapporte autant de points de victoire que le coût du personnage et de tout son équipement. Un dernier petit détail, pour réclamer un jeton objectif, il faut qu'il n'y ait aucun ennemi adjacent à un hexagone occupé par le personnage. Le personnage doit être dans ou adjacent à un hexagone contenant le jeton objectif. Il n'y a pas d'ennemi adjacent à l'hexagone contenant le jeton objectif. Et le jeton objectif ne se trouve pas dans la zone de déploiement du personnage. C'est un point très important. Les objectifs qui sont dans sa zone de déploiement, on ne peut que les défendre, pas les marquer. Voilà les barbus pour la présentation des règles de Masters of the Universe Battleground. Vous pouvez voir le contenu de la boîte. Il y a 2 bandes à l'intérieur. En général, dans une bande, on jouera entre 3 et 5 figurines, la plupart du temps 4. Donc, rien qu'avec la boîte de base, vous avez de quoi faire au moins quelques parties en vous occupant. Vous avez plusieurs scénarios qui sont fournis, toutes les figurines, tous les décors, toutes les cartes en 2 exemplaires pour pouvoir jouer une faction ou l'autre, et il y a d'autres factions qui sont sorties depuis. Vous trouverez bien entendu cette boîte chez Maxi-Rêve, le partenaire de la chaîne. Je vous invite à y jeter un coup d'œil, il a des tarifs très intéressants, et vous vous rendrez vite compte que pour la qualité de ses règles et pour la quantité de matériel qu'il y a à l'intérieur, c'est un jeu qui n'est pas très cher et surtout qui est très intéressant en termes tactiques. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a des figurines qui sortent régulièrement et qui sont à des tarifs très raisonnables. Cela vaut vraiment donc le coup d'y jeter un coup d'œil. Si vous hésitiez, sincèrement, c'est vraiment un jeu qui est
très intéressant qui a beaucoup de richesse tactique. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. N'hésitez pas à signaler toute erreur que j'aurais pu commettre en commentaire. Moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Et bien entendu, que le poil soit avec vous.